10 décembre 2021, nuit noire dans l'ouest du Kentucky. Quelques secondes avant l'impact, l'air de Mayfield semble retenir son souffle. Les sirènes hurlent au loin et une panne de courant transforme les rues en ombre. Au-dessus des champs, une supercellule tourne délibérément. Et sur l'écran radar, le vortex révèle sa signature de débris. À 21h26, heure du centre, le vortex se dirige vers le cœur de la ville. L'horloge du palais de justice, bientôt arrachée de sa tourelle, marque 1 heure sur le point de disparaître. La silhouette du château d'eau, imposante il y a un instant, sera tordue en anneaux métalliques tordus. À l'usine de bougies, les ouvriers de nuit se réfugient entre les tables et les étagères. Le vent se met à parler d'une voix grave et continue, comme si la terre entière vibrait. Dans quelques secondes, la frontière entre avant et après sera tracée par un couloir de dévastation dont beaucoup se souviendront toute leur vie. La nuit du 10 décembre 2021 n'a pas été seulement l'histoire d'une tornade. Elle a été le chapitre central d'une gigantesque épidémie qui a traversé 6 États américains, laissant derrière elle une traînée si vaste que dans les jours qui ont suivi, les satellites météorologiques ont montré des étendues de destruction visibles depuis l'espace. En moins de 24 heures, plus de 70 tornades ont été confirmées, certaines isolées, d'autres faisant partie d'un système orageux unique qui semblait ne jamais finir. Tout a commencé en fin d'après-midi, lorsqu'un front froid canadien se déplaçait vers le sud-est, rencontrant une masse d'air tropical exceptionnellement chaude qui avait atteint les vallées du Mississippi et de l'Ohio. La collision ne fut pas soudaine, mais d'une violence extrême. Au cœur de cette interaction, plusieurs supercellules commencèrent à se former, chacune tournant avec la précision d'un engrenage. La plus meurtrière de toutes allait émerger en Arkansas et quelques heures plus tard frapper Mayfield. Au cours de son trajet, le système a traversé des communautés comme Monette et Leachville, en Arkansas, détruisant maisons, usines et entrepôts agricoles. Il a ensuite traversé le Mississippi, gagnant encore en puissance en entrant dans le Kentucky. À mesure que la nuit avançait, les équipes météorologiques ont repéré ce qui allait bientôt être décrit comme une tornade à longue trajectoire, un phénomène où un seul vortex reste actif sur des centaines de kilomètres, au lieu de se dissiper et de se régénérer. Dans le Kentucky, la supercellule a trouvé un corridor idéal. Aucun obstacle géographique majeur, et une atmosphère qui continuait de l'alimenter en chaleur et en humidité. Contrairement à d'autres éruptions, où les tempêtes rivalisent d'énergie, ici, tout semblait réuni pour qu'elle progresse sans résistance. Les témoignages de cette nuit-là décrivent un ciel sans lune, éclairé seulement par des éclairs révélant la silhouette de la tornade, un cône sombre entouré d'éclairs. Les stations d'urgence ont diffusé des alertes radio, tornade confirmée au sol, se déplaçant vers le nord-est à plus de 100 km/h. Cette vitesse a considérablement réduit le temps de réaction des populations situées sur son passage. Alors que Mayfield se préparait, d'autres villes furent frappées par des tornades secondaires. Bowling Green, plus à l'est, allait subir son propre coup mortel. Dawson Springs, une autre ville du Kentucky, allait être dévastée, une grande partie de son agglomération étant rasée. Au total, cette épidémie massive fit plus de 90 morts dans tous les États touchés, l'un des bilans les plus élevés pour un événement hivernal de l'histoire moderne des États-Unis. Les relevés météorologiques montrent que la tornade principale, celle qui a frappé Mayfield, a maintenu une intensité EF 4 sur la majeure partie de son parcours. Cela signifie que dans certaines zones, les vents ont pu déraciner des arbres matures, désintégrer des maisons à ossature solide et projeter des débris sur des distances de plus d'1 kilomètre. Dans les zones rurales, la bande de destruction s'étendait sur plus de 1500 mètres de large, formant un couloir qui, vu du ciel, ressemblait à une cicatrice parfaitement définie. Cette méga-épidémie était inhabituelle non seulement par le nombre et la force des tornades, mais aussi par son étendue géographique. Du nord-est de l'Arkansas à l'ouest du Kentucky, en passant par certaines parties du Tennessee, de l'Illinois, du Missouri et du Mississippi, les zones touchées s'étendaient sur des milliers de kilomètres carrés. Cette ampleur a compliqué la réponse d'urgence. Les autorités de l'État ont dû répartir leurs ressources entre plusieurs zones critiques, tandis que les pannes de communication et d'électricité se multipliaient.
À Mayfield, la tempête n'était pas un cas isolé. Elle s'inscrivait dans une vague de tempêtes atmosphériques qui frappaient simultanément d'autres villes. L'aide n'a donc pas pu être déployée immédiatement. Les routes s'étaient bloquées par des arbres, des poteaux et des débris. Et de nombreuses équipes de secours locales avaient également été directement victimes de la catastrophe. Pour les météorologues, la nuit du 10 décembre a été un mélange de fascination scientifique et d'horreur humanitaire. Les radars Doppler ont montré une boule de débris, signature caractéristique des grosses tornades, où des fragments de structures, d'arbres et d'objets sont soulevés à de grandes hauteurs, visibles même à plus de 3000 mètres d'altitude. Ce signal intense et persistant indiquait que la tornade déchirait et soulevait tout sur son passage. Dans les heures qui suivirent, alors que la tempête s'affaiblissait enfin, le bilan commença. Les chiffres officiels faisaient état de plus de 57 morts dans le Kentucky directement liés à la tornade, de centaines de blessés et de milliers de bâtiments détruits. Mais derrière ces chiffres se cachèrent des pertes bien plus importantes pour chaque communauté. Photos de famille, commerces vieux de plusieurs générations, églises historiques, souvenirs impossibles à remplacer. L'épidémie massive du 10 décembre 2021 était plus qu'un phénomène météorologique. Elle a été une leçon brutale sur la façon dont, dans certaines conditions, l'atmosphère peut déclencher une chaîne d'événements si puissante que même la technologie la plus avancée ne peut les arrêter. Il ne reste plus qu'à anticiper, alerter et surtout résister. Au cœur industriel de Mayfield, sur Industrial Drive, se dressait l'usine de bougies Mayfield Consumer Products, un bâtiment bas de plafond aux intérieurs spacieux. C'était décembre, et la demande de bougies parfumées pour les fêtes battait son plein. Cette nuit-là, environ 110 personnes travaillaient de nuit, triant les cartons, préparant les commandes et faisant fonctionner les chaînes de production. Dehors, l'air était doux comme la saison. À l'intérieur, l'odeur de cire fondue et les parfums de Noël imprégnaient l'air. Les premières alertes étaient arrivées quelques heures plus tôt. Risque élevé d'orages violents et possibilité de formation de tornades. Certains ouvriers se souvenaient qu'au début de leur quart de travail, les informations radio avaient annoncé l'avancée d'un système dangereux. Cependant, la production ne s'était pas arrêtée. Les bougies devaient être expédiées avant le lendemain matin. À 21h27, la situation de menaçante devint certaine. Le service météorologique national confirma qu'une tornade de forte intensité se dirigeait droit sur Mayfield. Le son des sirènes d'urgence résonna dans les rues et à l'intérieur de l'usine, les superviseurs commencèrent à diriger tout le monde vers la sécurité. La zone de sécurité désignée se composait des couloirs intérieurs, éloignés des murs extérieurs, bien qu'il n'y ait aucun abri souterrain. En quelques minutes, la tempête s'est déclarée. Les vents soufflaient avec une telle violence qu'ils semblaient plier le métal comme du papier. Les poutres massives du toit se sont mises à se tordre, et le grondement des objets volants s'est heurté au rugissement incessant de la tornade. Certains ouvriers ont tenté de se réfugier sous des tables ou de lourdes étagères. D'autres se sont blottis au sol, les mains sur la tête. Puis le toit s'est effondré. En un instant, l'obscurité fut totale, seulement troublée par des éclairs et des étincelles provenant de fils électriques arrachés. L'air s'est chargé de poussière, de fragments de bois, de morceaux de tôle et tragiquement de bougies allumées qui sont tombées, déclenchant de petits incendies. Les murs ont commencé à s'effondrer dans une réaction en chaîne, piégeant ceux qui n'ont pas réussi à bouger à temps. Les survivants décriront plus tard le bruit comme si assourdissant que les ordres et les cris furent noyés dans un océan de vent et de destruction. En moins d'une minute, l'entrepôt industriel n'était plus qu'un amas de décombres, de machines tordues et de caisses écrasées. Alors que la tornade poursuivait sa route vers le nord-est, un silence s'est installé, seulement entrecoupé de cris et d'appels à l'aide. Les premiers à arriver furent les voisins qui, malgré la pluie et le risque de nouvelles tempêtes, commencèrent à déplacer des morceaux de béton et de métal à main nue. Peu après, les équipes de secours locales arrivèrent, bien que l'accès fût difficile en raison des rues bloquées. Les recherches se sont poursuivies toute la nuit et les jours suivants. 8 décès ont été confirmés à la centrale et des dizaines de blessés, dont certains grièvement. Des témoignages personnels ont émergé comme des plaies ouvertes.
Des parents travaillant aux côtés de leurs enfants, des collègues formant des chaînes humaines pour sortir d'autres personnes, des décombres, des personnes coincées pendant des heures sous le poids des poutres et des murs. La tragédie de l'usine de Bougie est rapidement devenue un symbole de la nuit du 10 décembre. Non seulement en raison de l'ampleur des pertes humaines, mais aussi en raison des questions qu'elle a soulevées. L'activité aurait-elle dû être suspendue compte tenu des avertissements ? Les protocoles étaient-ils suffisants pour protéger les travailleurs en cas de tornade ? Dans les jours qui ont suivi, les autorités fédérales et étatiques ont enquêté sur les circonstances. Certains employés ont déclaré avoir été avertis qu'ils risquaient d'être licenciés s'ils quittaient le travail avant la fin de leur quart de travail, ce que l'entreprise a nié. Cette controverse a ajouté une nouvelle dose d'indignation publique à un événement déjà marqué par le deuil. L'impact psychologique fut profond. Nombre de survivants ne pouvaient retourner sur place sans revivre les instants de l'effondrement du bâtiment. La communauté organisa des veillées aux chandelles, cette fois allumées en souvenir et non comme marchandises devant les vestiges de la centrale. Dans le paysage dévasté de Mayfield, la fabrique de bougies rappelait visiblement la vulnérabilité des vies humaines face aux forces de la nature, mais aussi les choix humains qui peuvent accroître ou atténuer ce risque. La structure, autrefois un espace de travail et de production, n'était plus qu'un squelette d'acier tordu, entouré d'éclats de verre et de cire durcie qui s'accrochaient au trottoir, témoignage silencieux de la nuit où tout a basculé. Dans la mémoire météorologique des États-Unis, rares sont les événements qui allient à la fois rareté scientifique et brutalité destructrice, comme la tornade qui a ravagé Mayfield dans la nuit du 10 décembre 2021. L'anomalie commence par sa date. Décembre, un mois où les violentes tempêtes ne sont généralement qu'un lointain écho de l'été, et non son point central. Historiquement, la plupart des tornades les plus intenses de la région se produisent entre avril et juin, lorsque l'atmosphère est à son apogée, entre l'air chaud et humide du Golfe et les courants froids du Nord. Mais ce jour-là, le calendrier a perdu toute pertinence. L'explication commence à des milliers de mètres au-dessus du sol. Une masse d'air exceptionnellement chaude s'élevait du golfe du Mexique, poussant les températures du Kentucky à des niveaux records pour une journée d'hiver, plus de 20 degrés Celsius. Au même moment, un courant jet, cette autoroute du vent qui serpente dans la haute atmosphère, accélérait fortement, créant le cisaillement nécessaire pour transformer des tempêtes ordinaires en machines tournantes. C'était comme si tous les ingrédients d'une tornade de grande ampleur s'étaient réunis en plein hiver. Il en résulta une supercellule de longue durée, une de ces tempêtes tournantes capables de générer une seule tornade se déplaçant pendant des heures sans perdre de sa force. Celle-ci, en particulier, devint un prédateur implacable, avec une trajectoire atteignant environ 266 km dans le Kentucky. Pour mettre les choses en perspective, c'est l'équivalent d'un trajet de Louisville à Nashville, en haussant à peine le pied mais au lieu d'asphalte, laissant derrière lui un sillage de destruction. Les météorologues l'ont classé EF4 sur l'échelle de Fujita améliorée, ce qui signifie que les vents pourraient atteindre 305 km/h. Cette vitesse ne se contente pas d'arracher des toits ou de démolir des murs, elle peut arracher des fondations entières et projeter des véhicules comme des jouets. Des images satellites ultérieures ont montré une cicatrice brune sillonnant champs et villes, une trajectoire large et uniforme qui trahissait l'intensité d'un phénomène rare par sa saisonnalité, mais aussi par sa durée. Les statistiques le confirment, les tornades avec des trajectoires aussi longues sont exceptionnelles quel que soit le mois, mais en décembre, elles sont presque une rareté statistique. Depuis que des enregistrements fiables existent, très peu ont parcouru plus de 200 km, et encore moins ont maintenu une telle intensité pendant autant d'heures consécutives. Les météorologues du Service météorologique national l'ont comparée à la légendaire tornade des Trois États de 1925. Non pas parce qu'elle a égalé son record, mais parce qu'elle a suscité la même sensation. Un monstre atmosphérique unique capable de raser des villes entières en une seule nuit. Dans l'imaginaire populaire, les tornades hivernales sont généralement moins dangereuses que celles du printemps. Cependant, cet événement a remis en question cette idée. Le contraste thermique entre l'air tropical et l'air arctique était non seulement réel, mais a été amplifié par un phénomène météorologique mondial influencé par un épisode La Niña. Cela a favorisé des tempêtes plus intenses et un déplacement inhabituel du courant jet vers le sud,
Autrement dit, l'atmosphère était aussi tendue qu'une corde de violon, et cette nuit-là, quelqu'un l'a pincée avec force. Pour les habitants de Mayfield, l'étrangeté ne résidait pas seulement dans le timing ou la force du coup, c'était la rapidité avec laquelle tout a basculé. En quelques minutes, ils sont passés du hurlement des sirènes à la sensation d'une chute de pression atmosphérique. Leurs oreilles se sont débouchées et un grondement profond et régulier a rempli chaque rue. Beaucoup ont décrit ce bruit comme différent du sifflement habituel du vent. C'était comme un train de marchandises qui passait devant chez vous, ont-ils raconté par la suite. Ce bruit est en soi un signe physique de l'intensité des vents, car il provient d'objets entiers, déchirés, comprimés et projetés contre d'autres surfaces. L'étrangeté était également perceptible chez les survivants. À l'usine de bougies du centre-ville, dans des maisons centenaires ayant résisté à des décennies de tempêtes, personne n'imaginait qu'une tornade de décembre puisse effacer l'histoire en quelques secondes. À cette heure-là, de nombreuses familles regardaient la télévision, préparaient des dîners tardifs ou décoraient les fêtes. Dehors, les illuminations festives rivalisaient avec les éclairs. Un contraste ironique entre célébration et menace. Même pour les intervenants d'urgence, ce qui s'est passé cette nuit-là constituait un défi inhabituel. Les protocoles et les ressources sont généralement axés sur la haute saison des tornades et le fait que le phénomène se soit produit pendant un mois froid impliquait que de nombreuses personnes n'avaient pas de plan d'abri actif. De plus, la combinaison de températures douces et de vents intenses a rendu difficile pour les radars et les modèles de prédire avec précision l'heure et le lieu de l'impact. Malgré des alertes préalables, l'intensité réelle a surpris même les météorologues les plus expérimentés. Rétrospectivement, la tornade de Mayfield n'était pas seulement inhabituelle en tant que prédateur hivernal. Elle l'était aussi parce qu'elle semblait combiner toutes les anomalies possibles. Un mois atypique, une trajectoire exceptionnellement longue, une intensité dévastatrice et un contexte social et culturel peu préparé à une catastrophe d'une telle ampleur à cette période de l'année. Les habitants de la région ont appris que l'atmosphère ne respecte pas les calendriers et que parfois, l'histoire météorologique s'écrit aux dates les plus inattendues. Cette étrangeté n'est cependant pas une consolation. À Mayfield, le mot « décembre » a cessé d'être synonyme de fête et de détente. Depuis, pour beaucoup, il est devenu un rappel que la nature peut réécrire n'importe quel scénario, même le plus improbable. Avant cette nuit-là, Mayfield était une ville d'un peu plus de 10 000 habitants, située dans le comté de Graves, dans l'ouest du Kentucky. Fondée au XIXe siècle, elle s'était développée comme un centre agricole et industriel, entouré de champs de maïs, de soja et de tabac. Les rues du centre-ville étaient bordées de bâtiments historiques en briques, d'entreprises familiales, d'églises centenaires et d'un palais de justice dont la tour d'horloge dominait l'horizon. Les nuits d'hiver étaient calmes, les illuminations de Noël ornaient les maisons et le murmure des conversations s'échappait des cafés et restaurants du quartier. Le cœur de Mayfield n'était pas seulement un point géographique, mais aussi un centre de vie communautaire. Le samedi, la place principale était animée par des foires et des marchés. En décembre, les écoles organisaient des concerts et les églises installaient des crèches vivantes. Les voisins se connaissaient par leurs prénoms et leurs noms, et les liens étaient si étroits qu'une simple promenade impliquait quelques salutations et de brèves conversations. Tout a basculé en quelques secondes. La tornade a balayé le sud-ouest, dévastant une zone de plus d'1 kilomètre de large. Les rafales, équivalentes à celles d'un ouragan de catégorie 5, ont désintégré des structures qui avaient résisté à des décennies de conditions météorologiques défavorables. Des maisons entières ont été arrachées de leurs fondations. Des voitures ont été projetées au sol et ont atterri à des dizaines de mètres. Des arbres plus que centenaires ont été brisés comme des branches mortes. Au centre-ville, le palais de justice a subi des dégâts catastrophiques. La tour de l'horloge, symbole de la ville, a été arrachée et jetée dans la rue. Les commerces historiques ont été réduits à l'état de murs effondrés et de tas de briques. L'église méthodiste de Broadway a perdu une grande partie de son toit et de ses vitraux, la laissant exposée au ciel nocturne. Le château d'eau, qui avait été pendant des générations un point de repère visible à des kilomètres, a fini par se tordre et s'effondrer sur un terrain vague. Dans les jours qui suivirent, les images aériennes montrèrent un contraste saisissant. D'un côté du chemin, des quartiers entiers étaient restés intacts. De l'autre,
Seuls subsistaient des terrains vagues couverts de débris. La précision chirurgicale avec laquelle la tornade nivela certaines zones et en laissa d'autres presque intactes déconcerta même les météorologues chevronnés. Les conséquences n'ont pas seulement transformé le paysage physique, mais ont profondément transformé la vie de ses habitants. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri en une seule nuit. Des familles entières ont trouvé refuge dans des gymnases d'école, des églises et des abris temporaires. Le réseau électrique a été coupé pendant des semaines dans certaines zones. L'approvisionnement en eau et en gaz a été interrompu, obligeant à créer des cuisines improvisées et des points de distribution de ressources. L'économie locale a subi un coup dur. Les petites entreprises qui avaient déjà résisté à la pandémie de Covid-19 ont subi des pertes totales. Certaines usines ont repris leurs activités des mois plus tard. D'autres n'ont jamais rouvert. Les agriculteurs, bien que moins durement touchés au niveau des infrastructures, ont perdu du matériel et des récoltes stockées. Le coût estimé des dégâts à Mayfield a dépassé les centaines de millions de dollars, un montant considérable pour une ville de cette taille. Mais parallèlement à la dévastation, un autre visage de la communauté a émergé, celui de la solidarité. Des voisins ont offert leur maison aux familles déplacées, des restaurants ont cuisiné avec ce qui restait de leurs réserves pour nourrir les bénévoles et les victimes, et des personnes de tout le pays ont envoyé des dons. Des organisations religieuses, des soldats de la garde nationale et des bénévoles civils ont travaillé côte à côte pour dégager les rues, enlever les débris et reconstruire les maisons. Malgré cela, la reconstruction ne fut pas rapide. Un an plus tard, les terrains vagues et les bâtiments en ruine rappelaient encore l'ampleur de la tragédie. Pour beaucoup, l'après-guerre devint un processus permanent de deuil et de résilience. Certains choisirent de partir, incapables de revivre chaque jour l'endroit où ils avaient tout perdu. D'autres restèrent, déterminés à reconstruire leur ville, même brique par brique. La tornade de décembre n'a pas seulement détruit des bâtiments, elle a transformé la mémoire collective de Mayfield. La place du village n'était plus seulement un lieu de rassemblement, mais un lieu de commémoration et de veillée. Les illuminations de Noël qui annonçaient autrefois le début des fêtes étaient désormais allumées en mémoire de ceux qui n'avaient pas survécu. La ville d'avant cette nuit-là a été immortalisée par des photographies et des souvenirs, tandis que le nouveau Mayfield a été construit sur les cicatrices visibles et invisibles de la catastrophe. La nuit du 10 décembre 2021 a laissé à Mayfield bien plus qu'un bilan de dégâts matériels. Elle a suscité des questions embarrassantes et une urgence collective à apprendre. La tornade qui a dévasté la ville n'était pas un événement isolé, mais s'inscrivait dans une vague de tornades massives qui a touché plusieurs États du centre et du sud des États-Unis, faisant plus de 80 morts au total. Les météorologues l'ont classée comme une tornade à longue trajectoire, avec un trajet de plus de 200 km, un phénomène inhabituellement persistant pour la région et la période de l'année. Historiquement, les tornades les plus intenses du Kentucky se produisaient au printemps, lorsque le contraste entre l'air froid du nord et l'air chaud du sud atteignait son paroxysme. Cependant, cette éruption s'est produite en plein hiver météorologique sous des températures étonnamment élevées pour un mois de décembre. L'air chaud et humide en provenance du golfe du Mexique, combiné à une puissante dépression et à des vents violents en altitude, a créé un scénario explosif pour la formation de supercellules. Les experts du Service météorologique national et du Centre de prévision des tempêtes ont noté que si aucun événement météorologique extrême ne peut être attribué uniquement au changement climatique, une tendance se dessine, des hivers plus doux, des saisons de tornades moins prévisibles et des tempêtes violentes se produisant en dehors de leur saison habituelle. Un rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat prévient que le réchauffement climatique augmente la disponibilité de l'humidité et de l'énergie dans l'atmosphère, ce qui pourrait favoriser des tempêtes plus intenses et plus longues. Pour Mayfield, la première leçon fut celle de la préparation. Nombre de ces bâtiments manquaient d'abris adéquats. Les alertes précoces fonctionnaient, mais il n'y avait pas toujours d'endroits sûrs où se réfugier. Les sirènes, bien que activées, n'atteignaient pas tout le monde, surtout les personnes à l'intérieur, avec le bruit des machines. La tragédie de l'usine de bougies
a révélé l'insuffisance des politiques de sécurité au travail en cas de tornade et a déclenché un débat national sur la nécessité pour les entreprises de suspendre leurs activités face aux menaces météorologiques violentes. La deuxième leçon portait sur les infrastructures. Rues bloquées, lignes électriques tombées et systèmes de communication perturbés ont entravé les opérations de secours. Les autorités locales ont alors commencé à repenser l'urbanisme, envisageant l'installation d'abris communautaires et l'amélioration de la résistance structurelle des écoles, des hôpitaux et des bâtiments publics. La troisième leçon, plus discrète mais tout aussi profonde, concernait la résilience communautaire. Malgré l'ampleur de la catastrophe, la réaction citoyenne a démontré que la force d'une communauté ne se mesure pas seulement à ses murs, mais aussi aux liens qui la soutiennent. Les réseaux de bénévoles, les cuisines improvisées et les collectes de fonds spontanés nous ont rappelé qu'au cœur du chaos, la solidarité est la ressource la plus précieuse. Concernant le changement climatique, le cas Mayfield est devenu un sujet d'étude pour les climatologues et les urbanistes. Il ne s'agit pas d'affirmer que le réchauffement climatique a créé la tornade, mais plutôt de comprendre qu'un climat plus chaud et plus humide peut favoriser des événements extrêmes à des moments et dans des lieux où ils étaient auparavant moins probables. En ce sens, Mayfield est un avertissement écrit en briques brisées et poutres tordues. La frontière entre le possible et le probable est en train de se déplacer. Aujourd'hui, des années plus tard, alors que de nouveaux immeubles s'élèvent au centre-ville et que les rues reprennent vie, le souvenir de cette nuit reste vif. Les cicatrices sur la ville sont visibles, mais la détermination à ne pas oublier les leçons apprises l'est tout autant. Dans chaque abri communautaire nouvellement construit, chaque exercice scolaire, chaque bulletin météo qui reçoit plus d'attention qu'auparavant, résonne l'écho de cette nuit où le vent a façonné le destin de Mayfield. L'histoire ne se contente pas de consigner ce qui s'est passé. Elle nous met aussi en garde contre ce qui pourrait se reproduire. En ce sens, la tornade de décembre 2021 n'est pas seulement une page sombre dans les annales du Kentucky. C'est un chapitre du récit mondial du changement climatique et un rappel que la préparation, la science et la solidarité sont les meilleures défenses contre un ciel qui décide parfois de repousser ses limites. Si vous êtes passionné par la découverte de la force implacable de la nature et des histoires qui se cachent derrière les tornades les plus extrêmes de la planète, n'oubliez pas de vous abonner à Extreme Tornado. Activez la cloche de notification et rejoignez-nous pour chaque voyage au cœur de la tempête, où nous analysons, expliquons et documentons les phénomènes qui marquent la Terre et l'histoire.